Bienvenue dans Daka, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons parler artisanat, une profession qui s'est forgée une solide réputation sur l'île. Aujourd'hui, chaque commune, chaque village remet au goût du jour les productions ancestrales, alliant à la fois les savoir-faire d'antan, les techniques modernes et la créativité. En Balagne, afin de faire connaître ses savoir-faire, une association du nom d'Iastrada di l'Artigiani a vu le jour dès 1993. Antoine Campana, un de ses membres fondateurs, nous la présente. Comment s'est créé Astrada di l'Artigiani ? Ça s'est créé à l'initiative de la Chambre des métiers parce qu'il y avait des fonds européens qui pouvaient financer justement une action de promotion des ateliers. Mais il fallait une association. Donc la Chambre des métiers a réuni les artisans en Balagne. C'était d'ailleurs la seule région où il y a assez d'ateliers pour pouvoir créer une route. Donc ça s'est fait en Balagne et puis on a créé l'association Strada di l'Artigiani. Et au départ, ça a été un financement de brochures et un panneautage. Pourquoi avoir créé Astrada di l'Artigiani ? En fait, c'était surtout dans le monde rural, pour les ateliers qui sont loin de la côte, et c'était pour faire monter les gens vers les ateliers. En fait, c'est pas du tout un outil, je dirais, de vente directe, c'est un outil pour que les artisans puissent vendre chez eux. Donc c'est la promotion de l'atelier, et non pas la création de boutiques. Quels sont les métiers que l'on peut découvrir tout au long de cette route ? Alors là, il y en a beaucoup, ça c'est bien. Bon, ici on est dans une poterie, donc il y a déjà les potiers. Mais au-delà des potiers, le travail de la terre, il y a une jeune femme qui fabrique des albatros très très jolis, par exemple à Speloncato, en terre. Au-delà de ça, bon, il y a de la bijouterie, il doit y avoir 3 bijoutiers. Il y a de la vannerie, de la mosaïque, le travail du verre, qu'il soit en fusing ou soufflé. Il ne faudrait pas que j'en oublie. Il y a aussi quand même quelques produits agroalimentaires, des produits de bouche, qui sont aussi des métiers artisanaux, biscuiterie par exemple, et quelques agriculteurs de transformation, c'est-à-dire apiculteurs, par exemple, oléiculteurs ou viticulteurs. Pas tous les artisans sont représentés. Quels sont les critères pour adhérer à Astrada di l'Artigiani ? Alors d'abord, je peux dire qu'en ce qu'on peut appeler artisans d'art et de production, il y a 95% ou 98%, il n'y en a qu'un ou deux qui ne sont pas représentés. Et qui, justement, en fait, peut-être ne veulent pas rentrer dans les critères. Il y a 2 critères essentiels. D'abord, il y a fabriquer sur place. Bon, ça, c'est une évidence. Et ensuite, il faut qu'il y ait réuni et l'atelier et le coin vente. Donc, il faut qu'on produise sur place. Et les gens, quand ils viennent voir, ce ne sont pas des boutiques, sauf une catégorie qu'on appelait coup de cœur. Et ensuite, il faut qu'il y ait des horaires qui soient affichés sur la porte et qui sont dans la brochure qu'on édite. On peut aussi vous découvrir en passant par les offices de tourisme ? Oui, je dirais même le pôle touristique de Balagne. Effectivement, nous travaillons beaucoup avec eux. Sur le site du pôle, on peut retrouver aussi le site de Strada di l'Artigiani et tous les offices du tourisme de Balagne diffusent la brochure. Vous produisez dans vos ateliers, les gens viennent vous voir, mais est-ce que vous diffusez ailleurs que dans vos ateliers ? Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'en général, 80% de la production, voire plus, est diffusée dans les ateliers. C'est pour ça que vraiment, il faut les aider parce que les ventes dans le commerce, je dirais, se sont raréfiées du fait que peut-être il n'y a plus assez d'argent ou il n'y a plus assez de flux qui rentrent dans les magasins. Or, un commerçant ne peut pas multiplier sur un produit artisanal, ne peut pas faire la même marge que sur un produit qui viendra de Singapour ou d'Hong Kong. Donc, il y a quelques boutiques qui restent, je dirais, militantes où il n'y a que des produits corses, mais elles sont plus rares qu'avant. Au bout de 23 ans d'existence, quel bilan tirez-vous de ce concept ? Un bilan que positif, et à la limite, je sais même pas moi qui le tirerai. Tout à l'heure, je disais que quand quelqu'un s'installe, il vient trouver Strada di l'Artigiani pour y adhérer. C'est donc ça sert. Et je pourrais même dire qu'il y a des hôtels, des campings qui nous téléphonent s'ils n'ont plus de brochures, en nous disant on a besoin de vos brochures. Je dis bien on a besoin, c'est très bien pour les clients, etc. Donc on est même quelque part, je dirais, comme un circuit pour les gens. C'est une route, justement, mais même s'ils n'achètent pas, ils voient les artisans travailler, etc. Un jour, il y a quelques années de ça, il y avait eu une réunion à Calvi avec une ministre de la Culture, et je lui avais dit, nous, on est un peu comme des musées vivants, en fait. On garde des techniques qui ont tendance à disparaître, mais on est là, on les fait, et on peut nous voir en action.
Compte tenu des traditions insulaires, les artisans ont certaines complaisances pour des matières comme la terre, le bois, le métal ou encore le traditionnel couteau corse. Pour notre prochain reportage, c'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser, car il faut savoir qu'aujourd'hui, la coutellerie insulaire tend à devenir une filière qui n'a pas peur de montrer son expertise sur la scène nationale et internationale. Patrick Martin, coutelier Calvet, membre de la Route des artisans de Balagne, nous raconte sa profession. On l'écoute. Je fais partie de cette route depuis, peut-être pas le début de la route, mais quand j'étais au CERM à Loumio, il y a maintenant plus de 20 ans. La route des artisans était toute neuve à l'époque. Le CERM, c'est quoi exactement? C'est le centre d'ethnographie et de recherche métallurgique qui a été créé par Christian Moretti à Loumio, et la plupart des couteliers de Corse, voire même du continent, quelques-uns en faisaient partie, quoi. C'était un centre de recherche, ce qui a donné naissance et renaissance au couteau corse. Quel est le but de la route des artisans? Le concept c'est super parce que c'est unique en Corse, hein, que tous les artisans qui se connaissent en fait tous très bien s'associent pour justement proposer au tourisme une route, disons que c'est une route un peu sinueuse on va dire sur la Balagne, mais c'est une route quand même qui est intéressante parce que ça permet de faire la promotion, chaque artisan fait la promotion d'un autre et ça c'est très important. Quel métier exercez-vous? Je suis coutelier, fondeur, un peu sculpteur, je fais un petit peu, je fabrique des outils quoi en fait, hein. Et puis quelques petites œuvres d'art quand il y a un petit peu d'art qui rentre dans le jeu. Vous exercez votre métier depuis longtemps? Maintenant, c'était avec le CERM donc au départ. Avant le CERM, je faisais déjà de la sculpture, à titre récréatif, on va dire. Mais depuis maintenant, j'ai mon atelier ici à Calvi depuis plus de 10 ans. Je suis devenu coutelier, pas par la force des choses, mais ça m'a plu. C'est un métier qui est intéressant, c'est de l'artisanat, quoi. Je fabrique des outils, c'est intéressant, ça. Je suis assez passionné par les outils. Mon quotidien, l'atelier, les cornes, le fer, le bois, tout ça, on essaie de les lier ensemble pour en faire un couteau. Quelles sont les étapes de votre travail? Les étapes, comme vous avez pu voir, donc du coup, il y a le travail de la corne et il y a le travail de la lame. Et après, on lie les deux. Donc le couteau, le corniciolo, le couteau traditionnel corse de berger, c'est un couteau de pauvre, hein. Il est fait avec 3 éléments, 3 pièces. Une corne, une lame et un clou. Et les 3 associés, ça forme un beau petit couteau de poche. En ce qui concerne le couteau traditionnel, on a tous des différences entre couteliers, on travaille pas tous exactement de la même façon, mais en fait, le couteau, il reste toujours très basique, on va dire. C'est un couteau de style capucin, donc avec ces 3 éléments dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, je fais d'autres couteaux, je fais aussi des stylets, bien sûr, stylet corse. C'est quoi le stylet par exemple? C'est une arme, tout simplement. C'est une dague en fait, hein. Le stylet corse, de style génois ou de style corse à double tranchant, voilà, je fabrique les stylets, ainsi que leurs étuis, ce qui n'est pas mince à faire non plus. L'étui est bien souvent important dans le stylet. Et je fabrique aussi des objets en bronze, des couteaux avec des manches en bronze, parce que je coule aussi et je fonds le bronze. Et vous vous considérez artiste ou artisan? Je suis un artisan. On est artiste quand on fait de la création. La création, on n'a pas forcément le temps quand on est artisan de faire de la création. On est considéré comme artisan, comme un boucher, un plombier ou un électricien. Le domaine de l'art, on nous appelle souvent les artisans d'art, mais en fait le domaine de l'art, il ne reste bien souvent que dans la tête des artisans d'art. Parce qu'on n'a pas le temps, bien souvent. On n'a pas le temps de créer. Pourtant, chaque couteau est unique. Chaque couteau est unique, oui. En fait, la création, elle vient toute seule. Effectivement, dès qu'on commence un couteau ou un stylet ou une autre pièce, automatiquement, on fait de la création, bien sûr. Mais il y a le domaine, un domaine important, c'est celui de vivre de ce métier d'artisan. Et donc, du coup, on est obligé de faire de la production pour pouvoir faire vivre une famille, quoi. Justement, cette production, comment elle est distribuée? Elle est distribuée uniquement dans mon atelier en ce qui me concerne. Et la clientèle, elle est locale et aussi surtout touristique l'été.
Et parmi les nombreux métiers qui reflètent la richesse et la diversité de l'artisanat insulaire, on peut évidemment compter sur l'art de la verrerie, car travailler le verre pour en faire des œuvres uniques, c'est l'objectif de tous les artisans verriers, et c'est aussi le cas de Virginie Toré, liée artisane verrière en Balagne, qui n'hésite pas à laisser libre cours à sa création artistique. Regardez. Le but de la route des artisans est de promouvoir en fait l'artisanat en Balagne à travers une route thématique sur les artisans d'art, les artisans de bouche et quelques coups de cœur qui nous met en valeur. Moi, j'exerce le métier d'artisan verrier. Vous exercez ce métier depuis longtemps ? J'exerce ce métier depuis maintenant 8 ans. Comment devient-on artisan verrier ? On devient artisan verrier par passion. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire, après le dessin, les beaux-arts, des études de graphisme et une volonté de rentrer dans la matière. Je suis tombée dans le verre après une visite d'atelier dans la Caraïbe. Et j'ai décidé de monter mon atelier moi-même. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier ? Mon métier, c'est une branche un peu particulière donc du métier de verrier, parce qu'il y en a plusieurs. C'est le fusing, ou fusion du verre, travail du verre au four. Avant toute chose, c'est le travail du verre à froid. Donc je découpe le verre, je le décore, je fais des inclusions à froid sur le verre. Ensuite de ça, je l'assemble, je le porte dans un four de verrier, hein, c'est vraiment spécifique à ce métier. Et là, il va cuire environ 15, voire 20, même 30 heures, hein, ça dépend. Et là, le verre va fusionner ou se thermoformer sur des moules. Et donc, à la fin donc, de très longues cuissons, on va avoir des objets décoratifs, des objets, des bijoux aussi, pourquoi pas. Ça peut faire aussi des miroirs, des lavabos, des portes. On peut retrouver des objets qui sortent de cette technique dans beaucoup de maisons, comme sur nos corps, voilà. Vous vous classez ou artisan ou artiste ? La différence entre un artisan d'art et un artiste, c'est qu'un artisan d'art va savoir aussi répondre à une demande. Un artiste travaille pour lui, c'est un travail personnel, il va s'exprimer, il va exprimer un sentiment qui lui est propre. Un artisan d'art va aussi savoir répondre à quelqu'un d'autre, à un sentiment, au sentiment de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est aussi important. Toujours en Balagne, je vous propose de découvrir un autre artisan verrier. Entre tradition et innovation, David Campana a décidé de suivre les traces de son père, célèbre maître verrier de Felicetto. Aujourd'hui, c'est dans ce même atelier qu'il donne vie à ses œuvres d'art, aussi originales les unes que les autres. La verrerie corse de Felicetto existe donc depuis 1974. C'est mon père, donc Ange-Philippe Campana, qui l'a créé. Votre métier, vous l'avez appris comment ? Alors déjà, mon métier, je l'ai appris ici, tout petit, avec mon père. Après, donc, après avoir fait des essais, que ça a réussi, donc j'ai vraiment confirmé ça à l'âge de 15 ans. Je suis parti à Nancy en alternance dans une grande école européenne. Et donc voilà, en alternance avec mon père, à continuer petit à petit l'apprentissage. C'est vraiment votre père qui vous a donné le goût de faire ce métier ? Ah oui, tout à fait, oui. Oui. Tout à fait, en le voyant travailler, c'était quelqu'un de formidable. C'est ce qu'on appelle la transmission. Et oui, c'est la transmission, oui. Tout à fait, exactement, de père en fils. Être artisan verrier, c'est quoi ?
Alors, c'est justement, nous, on est ciblé dans le domaine artistique, les pièces uniques. Voilà, on ne fait pas de l'industriel. C'est notre secteur. Faire des pièces uniques, voilà, d'art de la table. On peut aller dans les sculptures. On a pas mal de projets, même aussi de trophées artistiques. On a eu l'occasion d'avoir eu le MEDEF, d'ailleurs, il y a quelques années. Quel est au quotidien votre travail dans votre atelier? Alors nous, justement, on a 3 fours, dont un qu'on maintient jour et nuit, 24 heures sur 24, au minimum à 1000 degrés. Après, quand on met, justement, on le remplit, là c'est un four aux alentours de 200 kg, donc il faut compter tous les 15 jours, le remplir, 200 kg de matières premières, parce que c'est nous qu'on fait fondre le verre. C'est-à-dire, il n'existe pas, au début c'est que du sable, de la silice, avec d'autres produits, des colorants, et du coup ça devient donc du verre, au bout de plus de 14 heures de fusion à plus de 1500 degrés. C'est la fournaise. Quelles sont les étapes pour créer une œuvre? Alors voilà, justement, une fois qu'on a le verre donc, qui est prêt, on le cueille, dans le terme verrier, on le cueille donc, pour une pièce soufflée. Donc voilà, là, on souffle, après on reprend du verre par-dessus, on le maillotche en terme verrier. Donc voilà, pour le façonner, qu'il soit bien comme une boule. Après, on le souffle et on fait la forme, on va dire qu'on veut. On le laisse allonger, voilà, tout ça, artistiquement. Vous ne faites jamais la même chose? Et non, ça ressemble, mais en fait, c'est jamais la même chose, que ce soit des verres, que ce soit des pendentifs qu'on fait, tout est unique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier? Il y en a, hein. Il y a déjà les températures à respecter, les techniques qui sont des fois assez complexes. On a pas mal des fois de casses, hein. Donc il faut être très minutieux et très concentré. Donc on revient encore qu'il faut vraiment avoir métier de passion, quoi, et la patience. Pour terminer cette émission en beauté, nous allons vous présenter un autre aspect de l'artisanat insulaire qui n'est d'autre que la cosmétique. Et dans le monde de la cosmétique insulaire, quand il s'agit de transformer les plantes en parfums, les arômes en miracles de beauté, la Balagne peut compter sur Christelle Léandri, scientifique avant tout, et qui n'hésite pas à mettre en pratique ses connaissances pour puiser dans les plantes des vertus bienfaisantes. On l'écoute. Mon métier, c'est de fabriquer des produits cosmétiques labellisés bio et corse. Ça veut dire avec tous les ingrédients corse que j'ai à disposition, les huiles essentielles, les eaux florales et les extraits. Je suppose pour exercer ce métier, il faut quand même avoir une spécialité. Oui, il faut avoir une spécialité dans une connaissance, je dirais, apprendre comment on fait une formulation, comment on associe des produits. Donc effectivement, j'ai fait des études dans ce sens-là pour travailler sur la connaissance des matières premières et la fabrication de produits cosmétiques. Vous êtes chimiste? Oui, je suis chimiste, j'ai un doctorat de chimie moléculaire qui m'a permis d'acquérir tout ce savoir. J'ai créé la société Etchedone qui a développé donc la marque Donae de produits cosmétiques corse. Le slogan est bien sûr biocosmétique à Digursiga. Et voilà, qui aujourd'hui a 4 références sur le marché. Quelles sont ces références? Alors il y a 2 produits pour le corps, une huile pour le corps et une lotion pour le corps, et 2 produits visage de la même façon, une lotion pour le visage et une crème. Une particularité pour ces 4 références, c'est l'utilisation de l'immortel. Oui, bien sûr, hein, c'était inévitable d'utiliser l'immortel dans ma gamme, mais il n'y a pas que l'immortel. C'est vrai qu'elle a d'énormes vertus au niveau cosmétique, que l'on connaît tous, mais il y a aussi du cyste, du myrte, des agrumes, la carotte sauvage et tout ce qui est mis à ma disposition par les producteurs locaux. Tout ce qui est produit corse, tout ce qui est huile essentielle, et je ne m'attache qu'aux huiles essentielles et aux extraits corse, je travaille avec les producteurs locaux. Alors effectivement, il y a une facilité géographique et amicale avec la distillerie de Loumio, mais il y en a d'autres aussi, parce que chacun a une spécificité et ne distille pas toutes les mêmes plantes. Donc je m'approvisionne aussi dans le sud, ou chez d'autres producteurs d'huile essentielle corse. Vos produits sont estampillés aussi d'un label écossaire, c'est-à-dire un label bio?
Oui, tout à fait, qui a un cahier des charges draconien et qui est aussi une procédure très lourde à tous les niveaux parce que c'est un organisme qui contrôle tout, les matières premières, le stock qui vient sur place, tout vérifier, mais également les packaging, les visuels, tout ce qui entoure le produit et la communication. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la cosmétique en Corse peut avoir un avenir? Ah oui, je pense. La preuve, c'est qu'il y a tous les jours de nouvelles petites marques qui démarrent, parce que tout le monde se dit, je pense, que l'Immortel, d'autres laboratoires, même sur le continent, ont communiqué sur l'Immortel de Corse. Bon, moi, je sais qu'il n'y a pas que l'Immortel, donc j'utiliserai d'autres produits, mais je pense que la cosmétique corse a un avenir, bien sûr. Et l'avenir des huiles essentielles aussi? Ah ben oui, de plus en plus, puisque nous l'utilisons. Donc, au contraire, c'est nous qui sollicitons les producteurs. Bon, et en particulier sur l'huile essentielle d'Immortel, c'est ce qui fait défaut pour certains grands laboratoires qui s'approvisionnent en Corse. Merci à toutes et à tous. Dakabou, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt.